Deuxième jour de la conférence présidentielle israélienne, le président Alassane Ouattara, seul président africain convié, est intervenu sur la question de l'Afrique dans le monde de demain. 150 000 francs CFA, c'est la somme que devaient recevoir depuis lundi les occupants des zones à risque dans le district d'Abidjan pour leur écasement avant les fortes pluies. Jusqu'à ce jour, le paiement n'est pas effectif. Et puis en Égypte, l'annonce puis le démenti de la mort de l'ancien président Hosni Moubarak a plongé le pays dans la confusion totale. Toujours pas de nouvelles de l'état de santé de l'ancien Raïs. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur RTI1 et bienvenue dans ce 20h. Elle a démarré hier au centre de Jérusalem la conférence présidentielle israélienne dénommée Facing Tomorrow 2012 ou encore Le Monde de demain. Au deuxième jour de cette rencontre, le président Alassane Ouattara, seul président africain convié, s'est prononcé sur la problématique de l'Afrique dans le monde de demain. Le chef de l'État ivoirien a partagé sa vision du rôle que pourrait jouer le continent dans le monde. Les explications de notre envoyé spécial en Israël, Viviane Haïm. Seule grande personnalité politique africaine invitée à cette importante rencontre initiée par le président israélien Shimon Peres et qui rassemble chaque année depuis 4 ans des personnalités de référence au plan mondial, tant dans les domaines politiques, économiques, scientifiques, culturels, universitaires, pour parler de l'avenir du monde. Le président de la République Alassane Ouattara était invité ce mercredi à prendre la parole pour livrer sa vision de l'avenir du continent africain. Dans un exposé clair et détaillé, le président de la République a présenté les importantes évolutions qui sont en train de s'opérer dans toute l'Afrique, aussi bien au sud du Sahara qu'au nord. Évolution au plan économique, au plan politique, mais a averti le président de la République, toutes ces mutations risquent d'être entravées par la menace terroriste qui est en train de gagner du terrain en Afrique et dont l'implantation va constituer un grave danger pour les voisins du continent africain. Le président de la République a lancé un appel à la solidarité de tous pour faire échec à ce péril qui s'annonce. Le printemps arabe a remis la jeunesse et ses exigences au centre de la décision des choix politiques et économiques. Il a libéré des forces centrifuges, à la fois sociales et militaires. Néanmoins, cela a occasionné pour certains de nos pays dans le Sahel, notamment, une insécurité qui menace désormais la survie de ces États. Le désordre qui s'est ainsi installé dans la bande sahélo-saharienne, avec la présence des mouvements terroristes et des cartels de drogue, pourrait livrer cette région à AQMI, Al-Qaïda, au Maghreb islamique. Pour éviter ce scénario, j'en appelle donc de tous mes voeux une réponse solidaire à ces nouvelles menaces, car la sécurité de l'Europe et des États-Unis, donc de l'Occident, est liée à la situation du Sahel aujourd'hui. Je ne pourrais malheureusement pas m'étendre sur la situation la plus récente, mais je peux vous dire qu'elle est dangereuse. Mesdames et messieurs, les enjeux sont importants sur tous les plans. Nos États ne pourront pas surmonter seuls les défis imposés par les bouleversements en cours. Les Nations Unies vont pour ce faire soutenir les efforts de la CEDEAO et de l'Union africaine par une résolution du Conseil de sécurité autorisant l'intervention pour contenir ces menaces. Je suis convaincu que la démocratie est irréversible. Il nous reste cependant à gagner ensemble la guerre contre l'insécurité et pour le développement économique. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs honorables participants, je voudrais, pour terminer, dire que nous appartenons tous à une grande famille dans ce grand village qu'est notre planète, la Terre. N'oublions pas non plus que notre destin est intrinsèquement lié et que nous devons toujours avoir comme engagement d'aider et de protéger les plus petits et les plus démunis de notre chère planète. C'est par une longue ovation que le public a salué cette intervention.
Outre cette conférence présidentielle en Israël, le président Alassane Ouattara a reçu aujourd'hui l'hommage du Parlement israélien, la Knesset, un hommage au sein de l'hémicycle hébreu pour son combat en faveur de la démocratie en Côte d'Ivoire, le témoignage de Viviane Haïm. Au cours de la matinée du lundi, le président de la République a rencontré le président de la Knesset, le Parlement israélien, dont le siège est à Jérusalem. À son arrivée, le président de la République a signé le livre d'or avant sa rencontre avec Reuven Rivlin, le président du Parlement israélien. En souhaitant la bienvenue au président de la République Alassane Ouattara, Reuven Rivlin a salué en lui son respect de la démocratie et son combat pour la faire accepter par tous en Côte d'Ivoire. Marque de distinction que le Parlement israélien n'a jusqu'ici accordé qu'à de rares personnalités de haut rang, le président de la République a été invité l'après-midi à la Knesset devant les députés réunis en assemblée. Dans un discours, le président du Parlement a loué encore une fois la lutte menée par le président Alassane Ouattara pour la victoire de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et il a appelé l'ensemble des députés à s'engager aux côtés du gouvernement israélien pour soutenir la Côte d'Ivoire et l'aider à affronter les nouveaux défis qui se présentent au sortir de la crise. Un message qui démontre qu'Israël a entendu et soutient le président Alassane Ouattara. En Israël, vous venez de le voir, le président Ouattara est accompagné de son épouse Dominique Ouattara. La première dame a visité hier le centre hospitalier Schneider, un hôpital pour enfants dans la banlieue de Tel Aviv. Ce centre est une référence dans la région en matière d'utilisation de technologies de pointe. Viviane Haïm. Le projet cher au cœur de la présidente fondatrice de Children of Africa, Madame Dominique Ouattara, de construire à Abidjan un hôpital de référence pour la mère et l'enfant, l'a poussée à aller visiter dans la matinée de ce mardi le Schneider Children Medical Center of Israel, célèbre hôpital pour enfants situé dans la banlieue de Tel Aviv. Cet hôpital, construit il y a 20 ans, est spécialisé dans le traitement des maladies graves, telles que le cancer, la leucémie, les transplantations de cœur, de poumons, de reins. La première dame a été accueillie par le directeur de cet établissement sanitaire et ses principaux collaborateurs. Une séance de travail a permis à la présidente fondatrice de Children of Africa de s'informer largement sur le mode de fonctionnement de cet hôpital de référence qui reçoit quotidiennement aux urgences plus d'une centaine d'enfants malades, tant israéliens que des territoires aux alentours. La première dame a écouté attentivement, posé beaucoup de questions. Elle a aussi fait une visite des lieux pour voir les équipements, l'aménagement des salles de soins, les espaces récréatifs, l'encadrement médical. Elle a beaucoup apprécié l'effet stimulant que la présence des clowns au sein de l'hôpital apporte aux petits malades. Après s'être longuement informée, la première dame a pris congé, plus résolue encore à offrir au plus tôt à ses compatriotes un hôpital aussi spécialisé. Comme vous le savez, nous avons l'intention de construire un hôpital à Bingerville, mère-enfant, et nous sommes donc venus nous inspirer de cela en venant ici. C'est un hôpital qui est très spécialisé, qui est vraiment ce qu'ils appellent tertiaire. Ça, c'est vraiment un hôpital de référence qui a une haute technologie. En tout cas, cela nous a donné des idées pour bien faire. Autre sujet toujours hors de la Côte d'Ivoire, aux États-Unis cette fois-ci, où se tiennent des journées de promotion de la destination Côte d'Ivoire. Ces journées visent à inciter les investisseurs à s'intéresser au pays. La délégation ivoirienne, conduite par le Premier ministre Ahoussou Kouadio-Diano, a eu pour rôle de présenter les attraits économiques du pays. Les détails avec Alvorassa. Comment faire les affaires en Côte d'Ivoire et surtout que ces affaires prospèrent est l'objectif que veut atteindre le gouvernement ivoirien et l'APEXI en organisant ces journées baptisées Côte d'Ivoire, le grand retour, qui ont vu la participation de plusieurs hommes d'affaires américains. Le Premier ministre Diano Ahoussou Kouadio soutient qu'après la crise, la Côte d'Ivoire est de retour sur la scène internationale pour parler maintenant de développement.
Toutes les dispositions sont prises pour faire des affaires dans de bonnes conditions et que le meilleur choix aujourd'hui pour investir en Afrique dans le domaine des infrastructures, du transport, des mines et de l'énergie, des technologies de l'information et de la communication, de l'immobilier, de l'agriculture, c'est bel et bien la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Vietnam is now. Quels sont les atouts aujourd'hui de la Côte d'Ivoire? Pourquoi nous vous demandons de venir prendre votre part dans ce grand rêve, le rêve de bâtir la Côte d'Ivoire, cette belle nation, ce pays, symbole de l'intégration sociopolitique de la sous-région. La Côte d'Ivoire bénéficie d'un réseau routier relativement parlant, très important, près de 82 000 km de routes, dont 6 000 km de routes bitumées, avec 140 km d'autoroutes. Ce pays est le premier producteur de cacao, vous le savez très bien. Ce pays est le premier producteur africain de caoutchouc. Et en matière de palmier à huile, ce pays se situe au second rang de production de palmier à huile. Après lui, suivront le ministre d'État, ministre de l'Industrie, Dosso Moussa, et le ministre du Commerce, Dagobert Bonzio. Ils ont insisté dans leur présentation sur les potentialités et les atouts de la Côte d'Ivoire pour convaincre les hommes d'affaires américains. Des experts ivoiriens de plusieurs domaines d'activité, le transport, les mines et l'énergie, du développement durable, des infrastructures sont intervenus au cours des panels pour plus de détails sur les atouts que présente la Côte d'Ivoire. Après avoir donc participé aux activités auxquelles elle a été invitée, la Côte d'Ivoire a organisé à son tour un certain nombre d'événements, dont le Doing Business, comment faire les affaires en Côte d'Ivoire. Des événements pour dire que la Côte d'Ivoire est de retour. Côte d'Ivoire, time is now, now forever. It is time to invest in Côte d'Ivoire. Il est temps, grand temps de venir investir en Côte d'Ivoire, un pays qui a décollé pour son développement. Merci beaucoup à Alvorassa. Rio+20, le sommet sur le développement durable est à sa phase finale. Hier, plus de 190 pays se sont accordés sur le projet du texte final que devraient signer les chefs d'État et de gouvernement. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement participent depuis ce matin jusqu'à vendredi à ce sommet. C'est le cas du Premier ministre Aosso Quadio Jano. Et puis, sachez que le sommet du G20 s'est achevé hier à Los Cabos, au Mexique. La Syrie s'est imposée à ce sommet, figurant au centre des discussions de nombreux dirigeants. Mais la Russie et la Chine n'adhèrent toujours pas à un plan international pour renverser le président Bachar el-Assad. À ce sommet de Los Cabos, les dirigeants du G20 ont cherché à ramener un peu de confiance dans l'économie mondiale face à des marchés toujours sceptiques, assurant que tout serait mis en œuvre pour retrouver croissance et stabilité, y compris en Europe. Retour à Abidjan avec cette cérémonie de remise de dons de véhicules d'incendie et de secours et plusieurs matériels informatiques. Elle a eu lieu à l'École nationale de police en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko et de l'ambassadeur de France. Le don vise le renforcement de la sécurité civile, nous dit Patricia Omoetia. Honneur militaire pour débuter cette cérémonie de remise de dons. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, reçoit du matériel informatique et 5 véhicules d'incendie et de secours. Ce don est fait par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Au-delà des matériels, le plus important, ce sont les actions de formation et de conseil qui sont mises en œuvre. Les policiers et les gendarmes ont commencé à suivre des stages en France et dans les écoles nationales à vocation régionale, dans des spécialités variées comme la police judiciaire, l'ordre public ou encore le travail d'état-major, pendant que des experts français se déplacent en Côte d'Ivoire pour dispenser des formations sur place, de son présent actuellement ici. Pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, la France reste un partenaire privilégié. Ce don vise à renforcer les capacités des hommes sur le terrain. On peut l'affirmer, la coopération ivoiro-française est dynamique, elle est fructueuse et elle est concrète. Nous saluons cette coopération, nous l'appelons de tous nos voeux, nous souhaitons qu'elle se renforce et qu'elle aille beaucoup plus loin.
Autre étape de la cérémonie, la remise symbolique du matériel et des clés des véhicules. Au total, 57 véhicules et 90 ordinateurs ont été offerts par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire aux forces de l'ordre ivoiriennes pour renforcer la lutte contre l'insécurité et la protection civile. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a rendu visite à l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Cette visite effectuée au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, s'inscrit dans le cadre de soutien et de condoléances au peuple frère d'Arabie Saoudite qui a perdu le prince héritier Nayef Ben Abdelaziz, décédé samedi dernier à l'âge de 79 ans. Le prince Nayef était imposé comme le rempart de la dynastie des Al Saoud. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a signé le livre de condoléances. Dans l'actualité judiciaire, une dizaine d'avocats militaires et experts viennent de prêter serment devant le tribunal militaire d'Abidjan. Désormais, ils sont chargés de défendre leurs frères d'armes et donner leur avis de spécialistes au nom du code de procédure militaire. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu devant le commissaire du gouvernement, Ange Kessi. Les détails avec Lassina Ouattara. Officier de police, Kriwa Ane. Moment symbolique pour le tribunal militaire d'Abidjan avec la prestation de serment d'avocats militaires et experts en balistique. Cette prestation de serment intervient pour la seconde fois depuis la création de cette juridiction en 1974. Le tribunal militaire d'Abidjan existe depuis 38 ans et jusqu'à l'heure où nous parlons, nous n'avons que 2 avocats militaires parce qu'au départ nous avons une dizaine, mais 8 d'entre eux sont partis à la retraite. Ou sont admis à d'autres fonctions à l'extérieur, ce qui fait que nous sommes réduits à 2 avocats militaires. Il y a donc tant que nous en formions. Les nouveaux avocats militaires sont les meilleurs, retenus après une sélection rigoureuse. Issus de plusieurs corps de grades différents, ils vont plaider pour leurs frères d'armes devant le tribunal militaire. Pour le commissaire du gouvernement Ange Kessi Kwame, la justice militaire ivoirienne en pleine mutation a besoin d'avocats militaires et experts pour aider à plus de crédibilité et pour dire le droit en toute impartialité. Aujourd'hui, la question de grade des sergents, un général ne peut pas vous commander dans l'exercice de vos fonctions parce que vous êtes avocat militaire. Quand vous êtes chez vous, dans vos bureaux, dans votre unité, dans vos services, d'accord. Mais une fois que vous êtes ici, un général ne peut pas vous appeler, malgré votre grade de sergent, vous dites faites ça, dites ça. Loyauté, indépendance, probité, dignité et discrétion doivent être les valeurs cardinales qui guident désormais leurs nouvelles fonctions. Toujours dans l'actualité judiciaire, sachez que le procès des ex-barons de la filière café-cacao a repris ce matin et est donc à son 3e jour. Les réfugiés n'ont pas le choix, mais vous, si. C'est le thème choisi par le Haut Commissariat des réfugiés pour cette édition 2012. Le message du gouvernement est délivré ici par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Toikeus, recueilli par Lassina Ouattara. Si l'on ne choisit pas d'être réfugié, qu'on le devient contre son gré en trouvant refuge dans un pays autre que le sien, le thème retenu cette année pour la Journée mondiale du réfugié se présente comme un plaidoyer pour améliorer le bien-être de ces personnes à travers le monde. En Côte d'Ivoire, les autorités, au nom de la solidarité internationale, assistent ces personnes vulnérables loin de leur terre natale. Le gouvernement ivoirien, par le truchement du service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides Sahara, continue de déployer des efforts pour faire respecter les droits humains fondamentaux des réfugiés et garantir leur épanouissement. Pour les autorités ivoiriennes, cette célébration est le lieu d'évoquer la situation des Ivoiriens réfugiés dans les pays voisins en espérant leur retour. Le gouvernement voudrait encore une fois saisir cette opportunité pour réitérer à nos compatriotes réfugiés le vœu ardent du chef de l'État de les voir retourner au pays natal afin de prendre leur part dans le processus de réconciliation, de reconstruction et de relance économique qui reste l'ancrage essentiel du programme du président de la République. Un appel est aussi lancé à la communauté internationale pour appuyer l'aide apportée aux populations réfugiées en Côte d'Ivoire. Je vous propose d'aller maintenant à la découverte du centre de transit et d'accueil de Mans. Le local accueille les enfants abandonnés de la région. Ce centre manque de moyens pour s'occuper de ses pensionnaires. Notre reporter Jean-Jacques Kwameala était à Mans, dans la capitale des montagnes. Son reportage.
Ce bébé que j'ai en main, que nous avons appelé bébé Manou, bon, il a été abandonné sur le site d'Anané par sa mère, déplacée elle aussi. Et bon, donc c'est la responsable de l'ONG qui s'occupait du centre de déplacés là-bas qui nous l'a confié. Et ça fait 1 an qu'il est là. Cette petite a été trouvée en train de marcher avec un groupe de personnes qui se déplaçaient de Blolequin vers Zonrien. Elle est là depuis avril 2011. Comme ce petit garçon et cette fillette, les responsables du centre de transit et d'accueil Sainte-Philomène de Mans sont à la recherche des parents des pensionnaires du centre. Parmi eux, le jeune Christopher Jonathan Nandoué. Il est arrivé au centre il y a 6 mois du Libéria à la recherche de son père qui aurait travaillé à Mans. Je suis maintenant âgé de 16 ans. Je veux qu'on m'aide à retrouver mes parents parce que même si je vis avec quelqu'un d'autre, il est très important pour moi d'être avec mes parents parce qu'on est mieux que je sois. Le centre de transit et d'accueil Sainte-Philomène de Mans compte à ce jour 11 pensionnaires gérés par 3 bénévoles. Il accueille les enfants abandonnés, rejetés et avec la crise sociopolitique de septembre 2002, les enfants séparés ou non accompagnés. La fondatrice se bat tous les jours pour apporter un peu de joie à ses enfants. Mais comme tous les centres d'accueil, les moyens font défaut. Les finances, c'est un peu difficile. Donc on appelle toutes les bonnes volontés à pouvoir nous aider. Et aussi les organismes internationaux et nationaux qui peuvent s'impliquer aussi dans ce domaine-là, de le faire, de nous aider à pouvoir aider aussi ces enfants qui sont en difficulté. Ouvert le 10 juin 2006, le centre de transit et d'accueil Sainte-Philomène de Mans est logé dans ce bâtiment, réhabilité sur fonds propres. Il a été offert par le ministère de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Le centre a déjà bénéficié de l'UNICEF d'un appui dans le domaine de la prise en charge psychosociale des enfants séparés. Le souhait des responsables du centre, acquérir un terrain et disposer d'éléments pour la recherche des parents des enfants. Des solutions à ces problèmes vont permettre aux pensionnaires du centre d'accueil Sainte-Philomène de Mans de retrouver le sourire. À la rentrée prochaine, l'université de Cocody devra présenter le visage d'une institution réhabilitée entièrement. Fini l'image de vétusté qui collait à cette institution. Cette image de renouveau de l'université de Cocody sera également reflétée par les murs qui l'entourent, des murs rendus plus gais par des fresques que nous vous invitons à découvrir en partie. Le constat est fait par Hugues Vebé. Marquée de leur empreinte, la renaissance de l'université de Cocody, c'est le choix de ces étudiants issus pour la plupart de l'INSAC. Au nombre de 16, ils ont fait le choix de rendre plus gai la clôture de cette institution. Ils sont à l'œuvre depuis quelques jours, maniant avec une certaine dextérité le pinceau pour un résultat devant lequel le ministre de l'Enseignement supérieur et tous ceux qui l'accompagnaient étaient admiratifs au lancement officiel de la pose des fresques sur les murs de la clôture de l'université de Cocody. 3 grands thèmes qui immortalisent l'histoire de l'université guident les travaux de ses étudiants, artistes volontaires. La naissance de l'université de Cocody, la période de ses difficultés et sa renaissance, son nouveau départ avec un changement de mentalité. Le message global, c'est de comprendre qu'il faut plutôt respecter les aînés, nos enseignants qui sont des détenteurs du savoir, les maîtres des temples. Et à force de toujours voir de belles choses, ce à quoi on s'attend le plus, on finit par épouser la chose et nous agissons en fonction. Et c'est ce qui va porter plus sur la rééducation de l'étudiant, sinon de la société. Immortaliser l'histoire de l'université de Cocody par des fresques, c'est le choix du ministre Cissé Bakongo qui veut pérenniser cette œuvre d'art. Nous sommes en train de prendre les maîtres, de sorte à ce qu'on puisse acquérir des plexiglas qu'on va fixer sur les fresques, de sorte à ce que les fresques résistent au temps. Des changements notables, les étudiants de l'université de Cocody en constateront très certainement quand ils retrouveront le campus à la rentrée prévue pour le 3 septembre. Des innovations perceptibles déjà sur les différents murs de la clôture de l'université,
signe du renouveau opéré sur les différents campus des universités de Cocody. Le ministre de la Communication, Diakité Koti Souleymane, a visité aujourd'hui l'amphithéâtre en chantier de l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication. Objectif, à s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Honorine Anigori. La bonne formation des journalistes et l'achèvement de l'amphithéâtre de l'Institut des sciences et techniques de la communication préoccupent le ministre de la Communication. Diakité Koti Souleymane, pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de cet amphithéâtre, l'a visité. La crise que la Côte d'Ivoire a connue, à tort ou à travers, on accuse les journalistes. On nous accuse. Mais pour ne pas qu'on nous accuse, il faudrait que les uns et les autres aient une bonne formation. Et une bonne formation, ça ne peut se faire que dans un environnement bien. C'est pour ça que je m'attelle à ce que toutes nos écoles puissent être à un niveau comparable aux écoles européennes et américaines. Un soulagement et un réconfort pour le personnel et les étudiants. Plusieurs fois arrêté les travaux du chantier de l'amphithéâtre de l'ISTC. Depuis novembre 2011. De tout chantier, c'est le paiement des factures des entrepreneurs. L'entreprise, c'est pas de la philanthropie. Et quand ils prennent des engagements, et ils préfinancent. Et si par derrière, on peut rembourser ce qu'ils ont engagé, ils n'ont plus la capacité de financer pour que les chantiers avancent. La finition de l'amphithéâtre de l'Institut des sciences et techniques de la communication est plus que nécessaire, voire urgente. Le ministre de la Communication, Diakité Koti Souleymane, qui a recommandé au directeur général de l'ISTC sa priorité. Les travaux de l'amphithéâtre de l'Institut des techniques de la communication ont débuté en 1998. Le local va accueillir 160 étudiants. Je vous le disais, lundi, les occupants des zones à risque dans le district d'Abidjan devraient percevoir des enveloppes de CFA pour leur recasement avant les fortes pluies qui s'annoncent pour bien. Le rendez-vous donné lors des lancements de l'opération pluie, opération conduite par le ministère de la Construction, n'a pas été honorée. Les de paiement sont restés vides. Doigt des lasers, Silito. Rendez-vous manqué, c'est lundi. Le paiement des 150 000 francs à titre d'aide au recasement des occupants des zones à haut risque d'inondation n'a pas eu lieu comme prévu. Et aux familles n'ont pas pu satisfaire les attentes. À la direction des les bénéficiaires sont poussés à la sorte que chacun est possible en possession de ce qui lui vient de. Là, le gros problème même là, c'est le délai. Un délai de